Ok. Là, on arrive tout doucement dans la partie un peu plus technique de cet exercice. Donc là, l'idée, c'est de calculer la distance entre le point C et la droite D1. Donc le point C, on le connaît, et la droite D1, évidemment, on la connaît. On connaît l'équation paramétrique de la droite D1. Sauf que, imaginez qu'une droite, c'est comme ça, et un point, il est juste ici. Et alors, en fait, si on regarde bien, il y a une infinité de distance entre ce point et cette droite. Ouais, ça, c'est une distance, ça, c'est une distance, ça, c'est une distance, etc. Donc il y a une infinité de distance. C'est pour ça qu'on dit que, par définition, la distance entre un point et une droite, en fait, c'est la plus courte distance entre ce point et cette droite. Ok ? En fait, si on regarde cette droite avec ce point-là, C, cette droite D1, et qu'on trace une droite qui passe par le point C et qui est perpendiculaire à D1, ok ? Et l'intersection de cette droite, c'est le point, on va l'appeler, dans mon corrigé, je l'ai appelé D, ok ? Et bien la plus courte distance correspond en fait à la longueur DC. Donc, nous, ce qu'on veut calculer, c'est cette longueur DC. Ok ? Ou autrement dit, il faut imaginer qu'on a un vecteur DC. Et ce vecteur DC, on est d'accord que c'est la différence entre les composantes de C et les composantes de D. Alors, le point C, on le connaît, on sait que c'est 1, 1, 1. Maintenant, le point D, c'est quoi ? En fait, le point D, il appartient à la droite D1. S'il appartient à la droite D1, les composantes du point D correspondent à l'équation paramétrique de la droite D1. Donc si on se rappelle bien, la droite D1, elle avait pour équation 1 plus lambda, ok ? Ça, c'est la droite D1. Donc le point D aura pour coordonnée 1 plus lambda, ok ? Juste que le lambda aura une valeur qui sera particulière. Donc, le point D, il a ses composantes ici, d'accord ? Donc ce sont les composantes finalement qui correspondent aux équations paramétriques de la droite D1, ok ? Donc en partant de ce principe, on va simplement définir le vecteur DC comme la différence entre les coordonnées du point C et les coordonnées du point D, mais du coup, il va nous manquer un truc, c'est le lambda. Parce que tant qu'on n'aura pas le lambda, on ne pourra pas calculer sa norme. Parce que vous êtes d'accord que la norme, ok, c'est on prend la racine carrée des composantes. Ok, donc il va nous manquer un lambda. Alors tout l'enjeu de cette question, c'est de trouver ce lambda. Alors comment on peut faire ? Eh bien, dans mon corrigé, je vous montre qu'en fait, on peut simplement prendre une équation supplémentaire, ok ? Et cette équation supplémentaire, c'est utiliser cette relation d'orthogonalité entre le vecteur DC et le vecteur directeur de la droite D1. Donc ce qu'on va faire pour trouver ce lambda, c'est utiliser une nouvelle relation qu'on n'avait pas encore utilisée jusque-là, qui concerne l'orthogonalité entre le vecteur DC et le vecteur directeur de la droite D1, puisque tous les deux sont perpendiculaires. Il faut bien regarder que en fait, le vecteur D1, il est ici, on se rappelle que c'était le vecteur AB, et notre vecteur DC, en fait, il est juste là. Et donc les deux sont bien perpendiculaires, forcément leur produit scalaire vaut 0. Donc, produit scalaire vaut 0, on trouve le lambda, une fois qu'on a le lambda, on l'injecte là-dedans, on trouve la norme, et c'est fini. Ok ? Mais donc en gros le vecteur DC, ça va être 1 moins 1 plus lambda, donc ça veut dire moins lambda. Ok ? Si jamais vous voulez le détail du calcul, je vous invite à aller voir le corrigé, la correction écrite, tout est mis dedans. Donc on a notre vecteur DC qui ressemble à ça. Donc si on veut calculer la norme, donc on sait évidemment que la norme c'est la racine carrée des composantes. Mais il nous manque le lambda. Alors pour trouver le lambda, comme on l'a dit, on va utiliser cette relation d'orthogonalité qu'on avait ici. Donc on sait que le vecteur AB, produit scalaire DC égale à 0. Le vecteur AB, on sait que c'est 1, et le vecteur DC, on sait que c'est, en gros, on va avoir moins lambda, ça c'était le premier terme, moins 1 moins lambda, et puis ensuite moins 2 moins lambda, égale à 0, et donc en fait, on trouve directement le lambda qui vaut moins 1. Donc ce truc-là, c'est la valeur que le paramètre de la droite D1 doit prendre pour qu'on tombe pile poil sur le point D. Ça veut dire que le vecteur DC, il vaut tout simplement 1, 0, moins 1, et s'il vaut 1, 0, moins 1, et bien donc la norme de ce vecteur DC, c'est 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré racine 2. Ok ? Donc là, de nouveau, j'ai pris chacune des composantes, j'ai mis tout sous la racine, et ça fait 1, ça fait 1, ça fait 0, donc 1 plus 1, ça fait 2, racine de 2. Donc de nouveau, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Si jamais vous voulez le détail du calcul, tout est dans le corrigé écrit. Ok ? Allez, on enchaîne. Donc maintenant, cette nouvelle question, on demande de déterminer le point P appartenant à la droite D2 qui est le plus proche de la droite D1. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? Donc là, on va reprendre un argument qu'on a utilisé dans la question C, où justement on disait, voilà, on voulait la distance entre un point et une droite. Par définition, comme il y en a une infinité, on va prendre la plus courte. Maintenant, le problème, c'est qu'on a ce point qui passe par une droite. Okay ? Donc le problème avec cette droite, c'est qu'il y en a une infinité de points. Okay ? Il peut y avoir un point là, il peut y avoir un point là. Donc si on imagine ces deux droites, il y en a une qui rentre dans le tableau et une autre qui est comme ça, il y a une infinité de points pour lesquels la droite qui relie le point et qui est perpendiculaire à celle-là, il y a une infinité de ces droites-là qui sont perpendiculaires à celle-là, mais qui ne correspondent pas au point qui est le plus proche de cette droite. Si on regarde bien dans ce dessin-là, le point le plus proche, il serait ici.
ok? Mais il y en a une infinité de points pour lesquels, là, on a une orthogonalité. Donc, il manque une condition. Et c'est quoi la condition, à votre avis? Eh ben, en fait, donc, de nouveau, on refait le même jeu qu'au début. Laissez votre réponse en commentaire et on voit si c'est correct. Ce qui manque, c'est une condition supplémentaire sur cette partie-là. Et en fait, il faut bien comprendre que ici, on a aussi une orthogonalité. Donc, si on cherche le point P qui est le plus proche de la droite D1, ça c'est la droite D2, il faut que, ici comment je l'ai appelé ici, donc je l'ai appelé E, il faut que la distance EP soit la plus courte possible. Et pour qu'elle soit la plus courte possible, eh bien ce vecteur-là, vecteur EP, eh bien, il doit être à la fois orthogonal au vecteur directeur de D2 et au vecteur directeur de D1. Okay, donc c'est d'abord important de bien comprendre ce qu'on est en train de faire, donc de bien visualiser, okay, et à partir de là on va pouvoir un peu utiliser un peu le même genre de raisonnement qu'on a fait dans le point C. Alors on pourrait utiliser le fait que les deux, donc on a ce vecteur là qui est perpendiculaire à celui-là et celui-là qui est perpendiculaire à celui-là, sauf que vous allez voir que si on utilise ça, alors si on utilise ces relations d'orthogonalité, ça devient vraiment super complexe. Pas du tout, vraiment. Il y a moyen de faire super simple en utilisant justement les relations d'orthogonalité entre EP et le vecteur directeur de la droite D1 et EP et le vecteur directeur de la droite D2. Donc excusez-moi d'ailleurs, aujourd'hui je parle avec le nez un peu pris, c'est normal, je suis malade, donc voilà, vous saurez de la qualité. Ok, bah du coup je vais vous montrer rapidos. Donc je vais refaire le truc par écrit et vous allez voir qu'en vrai c'est tout con. Voilà, je change un peu de format, j'espère que ça dérange personne. Voilà, hop, on est parti du coup. Hop, donc on est parti. Comme je disais, on a la droite D2 qui est là. On a la droite D1. Donc j'essaie de reprendre un peu le même schéma que j'avais dans la vidéo d'ici. On a E, on a P, on a le vecteur EP qui est comme ça, qui doit être orthogonal au vecteur directeur D2 et au vecteur directeur de D1. Okay. Donc d'abord on va définir c'est quoi les points E et P pour définir le vecteur EP, pour après utiliser les relations d'orthogonalité entre EP et D2 et EP et D1. Donc il faut d'abord pour ça définir que vaut le point P. Donc on sait que le point P il appartient à la droite D2, ce qui veut dire que comme on connaît les équations paramétriques de D2, le point P il a pour coordonnées lambda prime, moins 1 et 1 moins lambda prime. Et on sait aussi que E appartient à D1. Ça veut dire que E, il a pour composante 1 plus lambda, 2 plus lambda, 3 plus lambda. En partant de ces deux informations-là, on peut en déduire que le vecteur EP ça va être P moins E, donc ça va être simplement lambda prime moins 1 moins lambda, moins 3 plus lambda prime moins lambda, et moins 2 moins lambda prime moins lambda. Ok, donc ça c'est le vecteur EP, et donc maintenant on va utiliser la première information qui est que EP perpendiculaire, c'est hyper compliqué de, de pouvoir écrire un truc, regarder ce qu'on est en train d'écrire et en même temps de filmer. Enfin bon, donc on a EP perpendiculaire à D1, donc ça veut dire que on a que EP produit scalaire D1 égale à 0, d'accord? Donc les composantes de EP c'est ça, ok? Donc on a lambda prime moins 1 moins lambda, moins 3 plus lambda prime moins lambda, moins 2 moins lambda prime moins lambda, produit scalaire, le vecteur directeur de D1 c'est 1, 1, 1, qui vaut 0. Donc on a ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, soit avec l'expression moins 6 moins 3 lambda plus lambda prime qui vaut 0. Donc là, on a cette expression-ci. Et avant de continuer, on va écrire un peu plus bas. On a que EP, le vecteur EP, est perpendiculaire aussi au vecteur directeur de la droite D2. D'accord? Donc ça, c'est cette partie-là. Donc on a aussi que EP est perpendiculaire au vecteur directeur D2. Une relation d'orthogonalité ici et ici. Ok, donc ça, c'était la première. Et maintenant, on va écrire la deuxième. Ça veut dire que EP produit scalaire D2 égale à 0. C'est-à-dire que EP, donc EP on connaît, hein, c'est cette expression-ci, et D2, le vecteur directeur de D2, donc si on reprend les équations paramétriques de D2, le vecteur directeur de la droite D2, ça va être le coefficient devant le paramètre lambda pour chaque équation paramétrique. Donc typiquement, si on reprend nos équations paramétriques de D2, donc pour rappel, les équations paramétriques de D2, c'est celle-ci. Donc là, typiquement, notre vecteur directeur, ça va être 1, 1, moins 1. D'accord? Donc ça, c'est les composantes du vecteur directeur de D2. Et donc, du coup, on va avoir 1, 1, moins 1. Donc, en gros, en faisant le calcul, on obtient l'expression 3 lambda prime, moins 2, moins lambda, qui vaut 0. Ok? Donc là, je peux exprimer lambda comme étant 3 lambda prime, moins 2, d'accord? J'injecte cette expression-là dans cette relation-là. Ça me permet d'obtenir lambda prime. Lambda prime vaut ainsi 0.
D'accord, donc vous pouvez vérifier, hein, si vous injectez lambda là-dedans, vous allez avoir moins 3 fois 3 lambda prime moins 2. Tac, on isole lambda prime, et lambda prime, on retrouve qu'il vaut bien 0. Si lambda prime vaut 0, à ce moment-là, ça veut dire que le lambda, il vaut moins 2. Ok, et ben voilà. Et donc en fait, que vaut... C'était quoi la question déjà? Ah oui, et donc nous, de base, ce qu'on cherchait, c'était le point P qui appartient à D2. Donc nous, ce qu'on cherchait là-dedans, c'était en fait le lambda prime. Si lambda prime, on a dit que ça valait 0, ça veut dire que le point P, il y a pour composante 0, moins 1 et 1. Donc P appartient à D2, ça veut dire que P, il a pour équation 0, moins 1 et 1. Ok, ça, ce sont les composantes du point P qui appartient à la droite D2. Ok, nickel. Mais en fait, du coup, maintenant, je vais continuer là-dessus. Donc, en fait, je vais finir l'exercice comme ça. Donc, on avait dit que le point E, finalement, c'était... On cherche, en gros, les équations cartésiennes de la droite D3 qui est perpendiculaire à la fois à D1 et à D2. Ça veut dire que D3 doit être perpendiculaire à la fois à D1 et aussi à D2. Ça, c'est une droite. Donc, on pourra définir une droite. On a besoin d'un point et d'un vecteur directeur. D'accord? Donc, on connaît déjà le vecteur. On sait que le vecteur directeur de D3, ça va être EP. EP, on connaît son expression, c'est celle-ci. D'accord, et avec maintenant les valeurs de lambda prime et lambda qu'on connaît, on va pouvoir remplacer là-dedans. Donc EP, ce sera 1, moins 1, 0. D'accord. Sachant ça, en fait, il nous manque juste un point pour connaître D3. Et un point par lequel on sait que si on a une droite qui passe par là, on sait qu'elle sera perpendiculaire à D1 et D2, c'est simplement E ou P en fait. Et simplement parce que ce vecteur-là, on sait qu'il est perpendiculaire à D1 et D2. Moi, je vais sélectionner le point P parce que je le connais déjà, je l'ai déjà calculé, donc c'est plus simple. Le point P, 0, moins 1, 1. D'accord. Donc pourquoi est-ce que si je prends le point P, c'est OK? On va dire que le point P, il est défini tel que EP est perpendiculaire à D3. Donc si on sait que la droite passe par P et qu'elle a ce vecteur-là ce vecteur directeur-là, d'office, la droite D3, c'est perpendiculaire à D1 et D2. Ok, donc nos équations paramétriques, c'est 0, plus on va prendre un nouveau paramètre, donc mu. Y, ce sera moins 1 plus mu fois moins 1. Ok, et z, ce sera simplement 1 plus, du coup, mu fois 0. Ok, évidemment, mu, comme ça, appartient au réel. Et donc maintenant, pour trouver les équations cartésiennes, et là, il suffit d'isoler mu. Ok, donc si on isole mu, on va avoir mu ici, mu fois 1, ça va être simplement x, d'accord. Et puis, du coup, donc on va diviser par 1. Hein. Ici, pour y, on va avoir y plus 1, donc le moins 1 passe de l'autre côté, on divise par moins 1, et puis, c'est tout. Et donc, ça, c'est la première chose pour mu. Pour z, on va avoir z simplement égal à 1. D'accord, puisque mu vaut 0, donc là, il n'y a pas moyen d'isoler le mu. Donc en fait, concrètement, les équations cartésiennes de la droite D3, ça va être simplement x, je passe le moins 1 de l'autre côté, donc je vais avoir moins x égale à y plus 1, z égale à 1, et comme j'aime bien que tout soit clinos, je vais avoir x plus y plus 1 égale à 0, et z égale à 1. Ok, et ça, c'est les équations cartésiennes de la droite D3. Ok. Voilà, j'espère que c'était pas trop relou le changement de format, j'espère que c'était pas trop perturbant et que du coup vous avez réussi à suivre quand même. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et nous on se retrouve très bientôt pour la suite de la correction qui normalement portera sur la suite de l'examen de géométrie. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui me demandent de faire l'examen de 2023, ça arrive. Là du coup, une chose que je peux vous dire déjà, c'est que la partie géométrie va être un peu plus tendax, donc ça va être concerné tout ce qui est lieu géométrique, etc. Dites-moi si vous avez envie de voir d'autres formats sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Et yes, j'ai toujours pas de phrase de fin.